Bonjour, je suis Lilou et bienvenue dans une safe place où aucun sujet n'est tabou. C'est parti pour un nouveau podcast ensemble. Quel bonheur, quel plaisir de discuter avec vous. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler d'un sujet qui me passionne. Vous allez rire, mais accrochez-vous bien, j'ai toujours rêvé d'être thérapeute de couple. Entre autres, hein. Déjà parce que j'aime la psychologie humaine, mais également la dynamique de couple. J'aime cette symbiose qui peut se créer comme tout autant les défis qu'il peut y avoir à relever à deux. Attention, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je ne dis pas non plus que mon couple actuel ou celui que j'ai pu avoir par le passé sont des modèles de perfection. Ici, j'ai juste envie d'exprimer mes histoires amoureuses, mon background, en quelque sorte. Et peut-être qu'au travers de mon expérience, vous vous y retrouverez. Peut-être bien aussi que cela vous apportera quelque chose, et ça, je vous rassure, c'est ma plus grande récompense. Je suis pas le meilleur exemple, on va dire. Du moins, j'ai pas le couple parfait qu'on peut voir sur les réseaux. Par contre, je suis très informée sur le fonctionnement des interactions sociales, notamment celles des couples, tant au niveau relationnel qu'intime. Mais attention, je le répète, je ne suis ni psychologue ni thérapeute. Donc bon, la valeur de mes propos dépend juste d'années de thérapie et de lecture. Alors oui, vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? La divorcée là? Aurais-je moins de valeur à vous parler du couple alors que je le suis? Sachez qu'être divorcé n'est pas gage de mauvaise communication, mais peut venir de nombreux facteurs hors de notre contrôle et que parfois on a tout essayé pour arranger et que la meilleure chose à faire est de rompre. Ce n'est pas un échec, mais plutôt un fait qui m'a grandement appris, et je ne tire que du positif de cette relation qui m'a été donnée de vivre. Bref, je suis pas là pour étaler mon ancienne vie perso. Par quoi allons-nous commencer? J'ai bien envie d'aborder en premier le point le plus important de la vie de couple, la communication. Et mon Dieu, qu'il y en a des choses à dire. Parce que ça, c'est la base du couple. Je suis une piètre communicante pour être totalement transparente avec vous. Mais je sais à quel point cet aspect est si important et je tâche de m'améliorer quotidiennement pour communiquer au maximum et de manière saine. Quand on souffre de peur de l'abandon, on a cette tendance à se taire par peur que l'autre nous quitte, ou au contraire, on peut créer inconsciemment le conflit pour mettre à l'épreuve la solidité de l'amour que l'autre nous porte. Pour vous exposer mon cas de figure, je suis du genre à ne rien dire. Tout garder pour moi jusqu'à ce que ça explose. Sauf que c'est aussi une bombe que se reçoit la personne en face, et ce n'est pas sain du tout. Le fait d'avoir peur du rejet et de l'abandon nous cloisonne dans un mutisme profond qui, de toute manière, débordera un jour ou l'autre. Donc autant tout déballer, hein. C'est embêtant, car en communiquant, il y a un moyen de désamorcer cela, et ne pas nourrir cette tristesse ou cette colère en nous qui n'a parfois pas lieu d'être, qui nous ronge et qui entretient des pensées catastrophes. Alors qu'en parlant de ce qui ne va pas, parfois on se rend compte qu'on s'est monté la tête pour rien. Car même si on connaît bien notre moitié, on n'est pas dans ses pensées et notre prisme n'est pas le même. Je vous assure que les fois où je me suis tue, ça n'a fait qu'aggraver mes ressentiments et une fois la bombe posée, il est difficile de retourner en arrière. En clair, ça ne vaut pas le coup de ne rien dire. Cependant, il est intelligent parfois que quand quelque chose ne va pas, de laisser un petit, je dis bien un petit, temps pour faire redescendre la pression. Par exemple, quand une action, une parole me blesse, je dissocie immédiatement, comme si j'étais sous le choc. Je masque cet état en faisant croire que tout va bien, puis je gomberge longtemps. J'entretiens ce sentiment qui me bouffe littéralement, jusqu'à ce que je ne tiens plus et je débole tout. Avec le temps, mon copain perçoit ce genre de moment d'ailleurs. En tout cas, voici la pire façon de faire. Donc c'est quoi la meilleure manière? Eh bien, aussi dur que ça puisse paraître, il est nécessaire d'engager le dialogue immédiatement ou après que la courte phase de dissociation soit passée. Parfois, il est bon d'attendre que le cadre soit optimal, mais ne pas non plus attendre trop longtemps, car comme je vous l'ai dit, ça nourrit le petit vélo dans votre tête. Si votre moitié communique de manière saine aussi, le dialogue devrait se faire sans problème, et si ce n'est pas le cas, restez calme, poli et clair. Vous aurez fait votre part, et c'est à l'autre de faire un travail sur lui pour accueillir de la même manière. Je m'aide de mes proches pour connaître la meilleure façon d'aborder certains points conflictuels, parce que je sais, et ça c'est super important, qu'ils sont de bons conseils. Attention, veillez bien à demander à des proches qui ne prennent pas systématiquement parti pour vous. Ça serait trop facile.
Communiquer de manière saine, ce n'est pas être dans le reproche et essayer d'amener les choses dans la douceur sans élever la voix. C'est prôner le jeu, dans l'échange et pas le tu. Et vous voulez savoir quelque chose? Même si je le voulais, je serais incapable de crier. On a tous des façons de communiquer différentes les uns des autres. Le tout, c'est de trouver un équilibre posément et à des instants plus propices au dialogue. Ce que j'aimerais bien faire avant, c'est de trouver un temps calme dans la journée pour discuter à cœur ouvert sur ce qui s'est passé dans la journée ou non. Voire même, si je le pouvais, le week-end, sortir et discuter des points qui ont posé problème dans la semaine pour trouver les moyens de les corriger à deux. C'est de cette manière que l'on communique plus tranquillement et intelligemment. En ayant un instant dédié à cela, à moins que la situation ne soit urgente, là oui, il est bon de prendre le taureau par les cornes et de se lancer directement. Mais c'est plus risqué, car c'est sur le coup des émotions et ça demande une excellente maîtrise de soi. Et je vous le redis, la communication, ça va dans les deux sens. Au bout d'un moment, cela ne peut plus suffire et c'est ainsi. Le but de parler, ce n'est pas non plus de se jeter la pierre et de se faire culpabiliser l'autre en retournant le sujet contre elle. Ce n'est pas votre adversaire, votre ennemi, avec qui vous devez vous battre et gagner. C'est votre moitié que vous aimez et avec qui vous voulez régler un désaccord. N'oubliez pas ça, c'est important. Et ça vaut pour toutes les situations dans votre vie de couple. Communiquer permet de désamorcer bien les tensions, car à force d'accumuler, on nourrit un ressentiment qui ne cesse de grandir. La vie de couple, ça peut être aussi nourrir de l'intimité. Je le précise car il existe des couples asexuels, autrement dit qui ne pratiquent pas ou extrêmement peu l'intimité. Mais là, je vais m'atteler à parler des sujets de relations intimes classiques dans des couples, et ce, peu importe les genres. J'utilise bien le mot classique et pas normal, parce que n'avoir aucune intimité n'a rien d'anormal. C'est que si on en souffre qu'il y a un problème. Autant que le sujet de la communication, le sujet de l'intimité est tout aussi important à mon sens, et surtout connaît un très grand panel de thèmes qu'on peut aborder. Je dirais, selon mon avis, que le principal est la différence de libido. Sujet épineux, non? Épineux car contrairement à ce qu'on peut penser, les deux personnes en souffrent. Autant la personne envieuse, autant celle qui en a moins l'envie. J'aborde ce sujet parce que je connais bien la problématique et je sais qu'un sacré nombre de couples y est confronté. Ça me paraît donc pertinent de vous en parler de ça en particulier. C'est parfois même un risque d'avoir une rupture. Du moins, de causer du tort à la relation si un équilibre n'est pas trouvé. Alors qu'en est-il? Il y a un des deux qui va avoir plus envie d'intimité que l'autre. L'équilibre est rompu, car l'un ou l'une va avoir une envie inassouvie et l'autre ne se sent pas en phase avec cette dite envie. Petit aparté, je m'excuse d'avance si j'utilise les termes il ou elle, mais c'est simplement pour faciliter ce podcast. Nous sommes bien d'accord qu'il existe tout genre et orientation sexuelle dans un couple. Je suis moi-même LGBTQIA+, donc n'y voyez pas là un moyen de minimiser la communauté. C'est vraiment pas souci pratique. Bref, revenons à nos moutons. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une réelle souffrance. La personne qui a davantage envie souffre de cette absence ou réduction d'intimité. Elle se sent parfois délaissée, voire même perdre confiance en elle car elle a l'impression de ne plus être désirée. Sachez que souvent ce n'est pas le cas et que ça n'a rien à voir. Les envies d'intimité deviennent alors même parfois des besoins que le corps réclame plus que le mental. Parce qu'il n'y a pas que l'esprit qui réclame, mais c'est tout l'être entier qui le veut. Elle va se sentir mal de demander à l'autre ce qu'il ne peut lui offrir. De l'autre côté, on peut avoir une personne qui se sent mal de ne pas avoir envie et que l'autre en souffre également, qui aimerait vivre un épanouissement dans ce domaine. Cette personne peut même avoir des soucis personnels ou médicaux qui font que cette envie s'est éteinte. La culpabilité peut alors la ronger. Vous l'aurez compris, il est nécessaire de trouver des solutions qui conviennent au mieux pour le couple. Il est nécessaire d'identifier certaines choses. Est-ce que la personne qui en a envie de manière plutôt haute, plutôt modérée ou plutôt basse? Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais l'hypersexualisation existe. À l'époque, cela portait un nom bien barbare et insultant généralement, la nymphomanie. Dans la plupart des cas, cela est lié à une pathologie sous-jacente ou à des traumas en lien avec ce sujet. Dans le cas du trouble bipolaire ou borderline, l'intimité extrême apparaît en phase haute, dite maniaque. Sans rentrer dans le détail, les malades ont des comportements à risque plus élevés, comme ne pas se protéger, enchaîner les rapports et avec n'importe qui, peu importe les conditions. Mais il arrive aussi que c'est juste un besoin sans lien avec quelconque pathologie ou trauma. C'est quand même assez rare, je tiens quand même à le préciser. Dans tous les cas, il est bon de consulter pour comprendre d'où vient cette forte envie, que ce soit un psychologue,
psychiatre, sexothérapeute ou thérapeute de couple. Il n'y a aucune honte de se faire aider pour un tel sujet, c'est humain et naturel. Ces personnes sont formées pour apporter des réponses aux interrogations et des solutions. Dans le cas où l'envie est modérée, mais que là où le conjoint n'en a presque pas envie, il s'agit de comprendre également si la personne est juste ainsi, avec une libido basse, ou si c'est quelque chose d'autre qui est en cause. Si elle est basse de base, pas besoin de s'affoler. C'est quelque chose qui était clair dès le début quand les deux personnes se sont mises en couple. Elle le savait, quoi. Cependant, si l'envie a diminué au fil du temps, il peut y avoir un certain nombre de causes combinées ou non. En principal, je dirais déjà la routine. Et le conseil le plus bateau que je puisse vous donner, c'est de la briser. Oui, mais comment fait-on? En réinventant le couple comme au début, en planifiant des moments intimes sans nécessairement passer à l'acte, juste des caresses par exemple. C'est les personnes qui posent les limites et qui encadrent les moments de la manière qu'elles souhaitent tous les deux. Sans se mettre de pression, c'est de retrouver des instants chauds du début. La routine n'est pas une fatalité et tous les couples la connaissent à un moment dans leur vie. La vie fait qu'on a nos petites habitudes, notre train-train quotidien qui nous happe la majorité du temps. L'intimité devient fade, moins surprenante et moins passionnelle. Mais en faisant tout le contraire, en la plaçant en priorité, il est possible de casser cette routine. Évidemment, il faut que les deux personnes allient leurs forces pour agir en symbiose. Hormis la routine, la personne qui en a moins envie traverse peut-être des difficultés personnelles, la maladie, la dépression, la fatigue, le stress, des préoccupations diverses et variées. En bref, c'est peut-être juste pas le moment, et il serait empathique de lui laisser un temps pour se remettre de tout ça. Mais si la personne du couple qui en a moins envie en souffre sans raison apparente, il est également possible que ce soit plus complexe. Il y a des dérèglements hormonaux qui peuvent être la cause. La baisse de libido n'est pas toujours due à un facteur extérieur. En bref, il s'agit de trouver un terrain d'entente. Parce que je sais que ça peut être une véritable douleur quand on a fortement envie de notre amour, mais que ce dernier ne ressent pas la même chose. Il y a par exemple le plaisir seul, mais là aussi je sais qu'au bout d'un certain temps, cela ne suffit plus. Si cela devient trop pesant, s'offrir des moments de plaisir à deux, sans que l'un ne soit obligé d'aller au bout. Juste un instant offert à l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le cas où cela ne suffit plus, certains couples décident d'ouvrir leur couple à une ou des personnes extérieures. Ça n'en fait pas moins un couple quand même. Cela doit venir d'une décision réfléchie, avec des limites claires et surtout conjointes. On ne doit pas se sentir forcé d'un côté comme de l'autre. Je sais que ce sujet est extrêmement tabou. N'est-ce pas le but de ce podcast? Que beaucoup de personnes s'insurgent sur le fait que certaines personnes s'ouvrent au libertinage. Mais chacun fait bien ce qu'il veut de ce qu'il a dans sa culotte, non? Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas que vous ne devez pas ouvrir votre bouche sur ce que font les autres dans leur couple. C'est un choix, mûrement réfléchi, donc pas de panique. Parfois la souffrance est telle et que l'équilibre ne peut se faire que là, il est peut-être envisageable de rompre. Je suis franche dans mes propos, mais croyez-moi que si vous n'arrivez pas à supporter sa différence, cela pourrait vous détruire, et rien ne vaut votre épanouissement personnel. Pardon pour ma franchise, mais sincèrement, rien ne vaut de souffrir. Pire, cela pourrait vous amener à prendre des décisions inconsidérées comme la tromperie. Et cela n'en vaut vraiment pas le coup, croyez-moi. Ça fait beaucoup trop de dégâts irréparables. Les efforts vont dans les deux sens dans certains cas, comme expliqué. Mais ce n'est pas toujours possible. L'intimité est un sujet complexe, voilà. Et encore, je n'ai abordé qu'un seul point. La libido ne peut pas exister et c'est ok aussi. Un couple est loin d'être résumé qu'à cela, c'est bien plus. Je tenais à vous faire quand même une piqûre de rappel. Ça fait 2 gros points abordés, dis donc. Parlons à présent de la toxicité dans un couple. Je ne vais pas parler des pervers narcissiques. À mon sens, ce terme est bien trop utilisé à la légère de nos jours. Ce n'est pas parce qu'une personne est toxique qu'elle est nécessairement un ou une perverse narcissique. Mais que voulez-vous? Ce mot a le vent en poupe actuellement. Donc, à mon sens, une personne toxique, c'est un condensé de red flags. Pour vous définir ce qu'est un red flag, en gros, c'est les trucs qui sont censés vous faire fuir direct. Les comportements ou paroles qui ne sont tout simplement pas acceptables. Cependant, certains red flags en sont pour certains et pour d'autres non. Tout dépend des limites que l'on s'impose. Cela dit, il n'est pas nécessairement bon d'être trop laxiste comme réponse à la peur de perdre l'autre. Mais enfin bon, chacun fait comme bon lui semble et je suis personne pour vous imposer quoi faire. Pour en revenir au red flag, cela va être une répétition de situations qui met mal un ou une des deux personnes et va créer un total équilibre émotionnel entre eux. Les conflits, il y en aura toujours dans les couples, mais si cela revient de manière répétée et surtout de façon à accuser l'autre sans arrêt
Alors, on peut parler de toxicité. À quoi ressemblent les red flags? Je les ai classés en plusieurs catégories pour me faciliter la tâche et vous donner des exemples à chaque fois. Si on est dans certains de ces cas, qui sont assez globales, la seule solution, c'est de fuir. Car même en essayant de sauver la personne de ses comportements, je vous le dis tout de suite, c'est peine perdue, il est extrêmement rare qu'elle change. Une personne toxique le reste généralement. Bien, commençons. Contrôle et jalousie excessive, surveillance des messages, localisation de la personne, avis négatifs sur les vêtements, amis, etc. Qui sont couverts par des c'est parce que je t'aime trop ou c'est pour te protéger. MDR, non, c'est du contrôle toxique. Et croyez-moi, il y en a beaucoup des comme ça à dicter et surveiller tous les faits et gestes de l'autre. Manipulation émotionnelle. Essayer de faire douter de la mémoire ou de ce que l'on en comprend en retournant la chose contre nous. Tout en se victimisant, bien évidemment, parce que c'est pas de sa faute si on comprend mal les choses. Isolement progressif. La personne va insidieusement pousser l'autre à s'éloigner de ses proches en créant un véritable désert autour d'elle pour qu'elle n'ait plus que l'autre dans sa vie, qu'elle en soit dépendante. C'est subtil, mais toujours terriblement bien mené. Manque de respect récurrent, humiliation, moquerie, et encore une fois de manière discrète, mais qui use au final. Surtout si on met des limites claires à ce genre de propos et que la personne continue, c'est non. Instabilité émotionnelle. Pour vous expliquer, c'est alterner entre période passionnelle et période froide de manière assez brutale. C'est vivre dans la peur de mal faire, de perdre la personne au moindre truc de travers aux yeux de l'autre. C'est marcher constamment sur des œufs en somme. Manque de discussion saine. Il peut y avoir des silences punitifs, refus de parler, cris ou fuites lors d'un désaccord. Je tiens quand même à préciser que ce seul aspect n'est pas parlant s'il n'y a pas d'autres red flags. Pour être totalement honnête, je suis du genre à fuir ou ne rien dire par réflexe ou sous l'effet de choc, comme je vous ai expliqué plus haut. Pas par volonté de nuire, et c'est là où se pose la différence en fait. Violence physique, verbale ou psychologique. Insultes, menaces et même coups. Ça peut être dans les murs par exemple, mais ça n'en reste pas moins de la violence. Dans ce cas précis, c'est de l'aide qu'il faut. C'est une situation d'urgence à ne pas prendre à la légère. Je vous ai donc fait un tour de ce qui est toxique dans un couple, mais je conçois que ce soit giga difficile de s'en défaire. Par attachement, par peur d'être seul, par envie de sauver l'autre de son attitude. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Un couple se base sur la sécurité émotionnelle et pas sur l'intensité de la relation. Ce n'est pas de l'amour de se comporter ainsi, ce n'est ni plus ni moins que du contrôle. Et une vie mérite d'être vécue pleinement en totale sérénité et pas en peur constante qui nous change. En fait, on n'a pas à changer pour les autres par amour. Ce n'est pas avoir du respect envers nous-mêmes que de faire ça. Et la charge mentale, on en parle de cette foutue charge mentale que connaissent énormément de personnes dans leur couple? Ce truc où on se comporte plus comme un parent qu'un compagnon de vie au final. Et attention, ça ne concerne pas que les femmes, même si on est d'accord pour dire que c'est quand même elles en majorité qui le subissent. C'est pourquoi je vais parler au féminin. Mais en fait, la charge mentale dépend surtout de la répartition des choses. C'est le point invisible de tout ce qu'il faut penser, planifier, organiser pour que le quotidien fonctionne. Non pas seulement faire, mais surtout penser à faire. Des micro-tâches qui s'accumulent et épuisent mentalement. Laissez-moi vous donner des exemples. Pensez à faire la liste des courses, noter les rendez-vous médicaux de l'autre pour lui faire penser, faire toute la nuit avec bébé, toujours faire les repas, etc., etc., etc. C'est source de fatigue, stress et déséquilibre dans le couple. Et bien entendu, si l'un des deux ne travaille pas, le risque de charge mentale pour celui qui n'a pas de travail est plus grand. Un sujet délicat. Beaucoup ont tendance à penser que si l'un travaille, il est logique que l'autre porte le reste des charges. Ce qui est totalement aberrant. Il faut un équilibre et le travail n'est pas gage de mettre les pieds sous la table. Vous sentez le ras-le-bol là? Peut-être que la personne qui ne travaille pas a de bonnes raisons. Un handicap, un travail à la maison, un enfant. Bref, je m'égare, mais j'entends tellement de femmes qui disent qu'elles font tout et que l'autre j'arrive pas à dire ce mot, se déresponsabilise juste parce qu'il bosse. Ça me rend folle. Il y a 5 catégories de charge mentale. La charge domestique, gestion du ménage, repas, linge, courses. La charge familiale, organisation des enfants, école, activités, rendez-vous médicaux. La charge émotionnelle, gérer les humeurs, conflits, besoins de chacun. La charge cognitive ou professionnelle, être performant au travail tout en pensant au reste. La charge de planification, anticiper l'avenir, vacances, futurs, projets, factures, anniversaires. Généralement, faire tout ça n'est pas remarqué par l'autre qui se tourne les pouces.
Il va trouver ça normal de ne pas dire merci, de ne pas aider spontanément, de ne pas aider du tout parfois. Et je suis désolée de le dire, mais ça mène souvent à un burn-out à cause de cette injustice permanente et ce poids sur les épaules. C'est là que la communication rentre dans l'équation, et répartir les tâches de manière équitable. Bien, je pense que notre tour du monde du couple touche à sa fin. C'était un voyage très intéressant à aborder avec vous. J'ai déjà hâte de lire vos retours, et si certaines choses vous parlent moins, qu'on pourra en débattre sainement en commentaire. J'ai pas la science infuse, je suis pas professionnelle, mais j'ai quelques connaissances que je voulais vous partager. Des expériences de vie m'ont forgé et me forgent encore. Alors ça me tenait à cœur de vous les transmettre. Je ne suis pas parfaite, que ce soit envers moi-même ou dans mon couple, mais je tâche de m'améliorer chaque jour. Ne vous jetez pas toujours la pierre. Un couple, ça se fait à deux. Il y a toujours des responsabilités partagées. Si vous vous reconnaissez dans ce podcast, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions à le vivre. Alors faisons-nous respecter, travaillons sur nous et protégeons-nous surtout. Voilà. Je vais vous laisser. Je suis heureuse de continuer à mon rythme. De vous faire des podcasts de qualité, je l'espère. N'hésitez vraiment pas à me parler, que ce soit ici, sur YouTube, mais aussi sur Instagram où je suis hyper active. Pourquoi pas me faire des suggestions de thèmes? Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, et merci pour tout. À la prochaine.